Bonjour. Alors, si le sujet vous intéresse, vous devez savoir que les prix de l'immobilier commencent à baisser. C'est une baisse que j'annonce depuis 2 ans, et d'ailleurs je vous invite à trouver un économiste ou un analyste qui aurait fait de meilleures prévisions que moi, et plus détaillées, parce que je n'en connais aucun. Mettez-le moi en commentaire si vous en connaissez un, parce que à ma connaissance, je suis celui qui a fait les meilleures prévisions et les plus détaillées, même si je suis pas très suivi et que ça peut paraître étonnant. Allez voir les vidéos que j'ai fait, j'ai détaillé toutes les raisons de la crise immobilière, parce qu'il y a de multiples facteurs, dans une série de vidéos qui commencent à dater, mais qui sont complètement encore d'actualité. C'est vrai que cette baisse des prix, moi je l'attendais l'année dernière. Et j'avais même invité les gens à la provoquer l'année d'avant en faisant une grève des achats immobiliers. Une grève qui n'a absolument pas été suivie, au contraire, les gens ont acheté massivement, ils se sont endettés, et aujourd'hui ils doivent s'en mordre les doigts parce que les prix commencent à baisser, et je peux vous dire que c'est pas terminé. Donc l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas de savoir pourquoi les prix baissent, ça je l'ai déjà expliqué, c'est de savoir comment les prix vont baisser. Donc de lister les 4 étapes de la baisse des prix. Mais avant, je voulais débunker quelques fausses idées qui circulent en ce moment et donc qui sont vraiment d'actualité. Il faut vraiment les débunker tout de suite. Alors la première idée fausse qui circule en ce moment, c'est l'idée selon laquelle la baisse de production de logements neufs à laquelle on assiste en ce moment, c'est une très forte baisse, hein, on parle de 30% de logements neufs produits en moins, donc mènerait à une réduction de l'offre et donc à une remontée des prix. Et ceux qui sont partisans de cette idée-là comparent le marché immobilier avec le marché automobile en disant que si on arrête de produire des automobiles, eh bien évidemment les automobiles d'occasion vont être plus chères. Alors, cette idée est complètement fausse et c'est même exactement le contraire qui va se passer. Je m'explique. Le nombre de logements disponibles en France, c'est 37,2 millions de logements. Alors pour info, c'est 12,9 millions de plus qu'en 1982, alors qu'il y a seulement 10 millions d'habitants en plus. Hein. En 1982, les gens n'étaient pas SDF. La population a augmenté de 16,94% sur cette période, et le nombre de logements disponibles a augmenté de plus 53,09%. Donc autant dire qu'on est quasiment en surproduction de logements. C'est vrai que les besoins ont changé, il y a plus de vieux isolés, il y a plus de familles monoparentales, mais globalement on a un très bon parc immobilier et on va pouvoir s'asseoir dessus pendant de nombreuses années. À côté de ça, donc chaque année, effectivement, on produit à peu près 400 000 logements neufs. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'en produisait que 200 000 ou 100 000, ça aurait un très faible impact sur le parc immobilier, parce que le parc immobilier, il est très important, finalement, par rapport à la production de logements. Et c'est logique, hein, parce que quand on produit une maison, c'est pour 50, 70 ans, hein, c'est pas pour 3 ans. Bon, à côté de ça, le parc automobile, ce sont des chiffres qui sont à peu près comparables en ce qui concerne le volume du parc, puisqu'on est à 38,3 millions de véhicules particuliers, 5,9 millions d'utilitaires, 600 000 poids lourds et 94 000 autocars. Mais chaque année, on immatricule beaucoup plus de véhicules neufs. On immatricule à peu près 2 millions de véhicules neufs par an, pour une raison qui est très simple, c'est qu'un véhicule, ça a une durée de vie beaucoup plus faible qu'un logement. Ça a une durée de vie, en France, d'à peu près 10,2 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on arrête complètement pendant 2 ans de produire des véhicules neufs, eh ben on va avoir un parc automobile qui va beaucoup vieillir, et effectivement les véhicules d'occasion vont devenir très chers parce que les gens vont se les arracher. Mais si on arrête pendant 2 ans de produire totalement, hein, de produire des logements neufs, l'impact sur le marché immobilier, il est beaucoup plus faible. En réalité, il est même, on peut même chiffrer ça, il est 5 fois moins important. Parce que on a un parc immobilier beaucoup plus durable finalement, beaucoup plus volumineux, et c'est pas parce qu'on va avoir 800 000 logements en moins que ça a un impact très fort. Voilà, c'est tout simplement lié à la durée de vie du produit, hein, c'est pas compliqué. Et on peut ajouter à ça un autre élément. C'est que, en réalité, si on arrête de produire des logements neufs, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont travailler dans le bâtiment. Et donc, ça va réduire l'activité économique, ça va augmenter le chômage, ça va réduire la consommation, et ça va réduire la capacité des ménages à investir dans l'immobilier. La deuxième idée fausse qui circule, c'est l'idée selon laquelle la crise immobilière serait la conséquence des lois que le gouvernement a fait voter récemment sur les performances énergétiques des biens mis à la location.
Alors, encore une fois, c'est complètement faux, hein. La crise immobilière, c'est principalement lié à un endettement déraisonnable de tous les acteurs de l'économie, c'est-à-dire l'État, les entreprises et les particuliers, hein, c'est une crise de la dette. C'est lié également à une insolvabilité de la demande et à une mutation des besoins sur le marché immobilier. Mais c'est vrai qu'il y a eu des propriétaires peu scrupuleux qui ont loué des passoires thermiques à des étudiants fauchés qui donc étaient obligés de se payer en plus 2000 balles de chauffage parce qu'ils avaient un chauffage électrique dégueulasse pendant que leur propriétaire chez lui avait une pompe à chaleur pour sa piscine. Donc sur le plan moral, c'est complètement immonde d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, ils sont là en train de chialer en disant mince, on m'oblige à faire des travaux pour mon locataire. Bon, j'en suis navré, mais en réalité, ça n'a pas d'impact sur, enfin, ça a un impact sur le marché immobilier, oui, ça a un impact sur une partie du marché, mais c'est pas à cause de ça qu'il y a une crise immobilière. Effectivement, il y a un effet karma qui fait que ces investisseurs immobiliers-là vont se prendre la crise immobilière encore plus que les autres dans la gueule. Pourquoi? Parce que d'abord, pendant le Covid, c'était une des rares franges de la population qui était encore hyper optimiste sur l'immobilier, qui disait il faut acheter à fond parce que l'immobilier est une valeur refuge, parce qu'il va y avoir de l'inflation, etc. Ils ont acheté, ils se sont endettés comme des porcs. Ils ont acheté des petites surfaces. Alors on le sait avec le télétravail, etc. C'est des surfaces qui ne sont plus recherchées aujourd'hui. Ils ont acheté en ville. Manque de bol, exode urbain, les gens investissent à la campagne et plus en ville. Ils ont acheté, ils ont loué tout ça à des pauvres, c'est des petites surfaces, ils les louent à des pauvres. Alors s'il y a une crise immobilière, je peux te dire que les loyers impayés, ils vont s'en prendre plein les gueules. Et puis en plus de ça, si tu veux, s'il y a une crise du marché immobilier hôtelier, bah, il va être converti en immobilier résidentiel, c'est-à-dire en résidence étudiante, hein, parce que c'est le plus simple, tu as le moins de travaux à faire pour convertir un hôtel. Pareil pour l'immobilier de bureau. Bref, effectivement, ces investisseurs immobiliers peu scrupuleux vont se faire défoncer. Ils vont avoir une baisse des prix absolument dramatique. Déjà que tout le monde va avoir une baisse des prix, alors eux, ça va être quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas à cause de ça c'est pas à cause du fait qu'on demande à des propriétaires de louer des logements décents à ceux qui payent qu'il y a une crise immobilière. C'est pas à cause de ça. Alors maintenant, on va lister les 4 fameuses étapes de la baisse des prix. En commençant donc par la première étape qui est la rupture du rapport de force entre l'offre et la demande. Alors c'est une étape qui est déjà bien installée, hein, je dirais depuis 6 ou 7 mois, voire depuis quasiment un an sur Paris. Ça s'est manifesté par une augmentation de l'offre et une réduction de la demande. Alors j'ai déjà longuement détaillé en fait tous ces points-là, mais je les reliste rapidement. Alors pourquoi une augmentation de l'offre? D'abord, premier point, parce qu'il y a eu un exode urbain, donc qui donne accès à des millions de biens à la campagne qui sont vacants. Alors heureusement qu'ils sont à rénover, mais qui sont vacants. Ensuite, on a eu la crise de l'immobilier de bureau à cause du télétravail. Voilà, donc on a des bureaux qui sont vides, qui seront à terme convertis en immobilier résidentiel. Évidemment, ça prend du temps, mais on va pas garder des bureaux vides pendant 20 ans. Troisième point, la crise de l'immobilier commercial. Encore une fois, hein, c'est lié à la crise économique, mais c'est aussi lié à la mutation de la demande, en particulier à cause de la livraison à domicile. Donc ça fait des locaux vacants en ville, en centre-ville, qui vont évidemment être remplacés par de l'immobilier résidentiel. Ensuite, crise de l'immobilier atelier, bah pareil, même phénomène, hein, remplacement par de l'immobilier résidentiel à terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction du tourisme, et en particulier du tourisme d'affaires qui n'est plus à la mode à cause de la pollution et à cause du télétravail. Et enfin, le décès de la génération Papy Boom. Alors, pourquoi autant de décès, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que si on prend les chiffres bruts de l'INSEE aujourd'hui, on voit que depuis 2019, on a une très forte augmentation de la mortalité en France. Et évidemment, la mortalité de gens propriétaires, vivant généralement seuls, dans des grandes maisons, voilà, on connaît un petit peu voilà, le profil. Enfin, on a une forte réduction en parallèle de la demande. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une perte de solvabilité des ménages. L'une des raisons, c'est évidemment l'inflation des produits de consommation courante, donc qui empêche les ménages de constituer une épargne leur permettant d'investir dans l'immobilier. Deuxième raison, alors qui paraît être la plus importante, mais que je place au second plan, parce qu'en réalité c'est un phénomène temporaire, donc qui suffit pas à lui seul à expliquer la crise immobilière,
mais c'est évidemment l'augmentation, la forte augmentation des taux d'intérêt. Alors je dis que c'est un phénomène qui est temporaire, mais on sait quand même qu'il y en a encore pour plusieurs mois, hein, puisque c'est lié à la présence de l'inflation, et on sait que cette inflation elle sera encore très forte en avril, en mars et en avril. On sait aussi que si les banques centrales baissaient les taux, elles auraient un problème au niveau de la monnaie, c'est-à-dire qu'il y aurait une forte baisse de la monnaie, et c'est une catastrophe en Europe parce que on a des pays qui ont en particulier la France, et qui ont une balance commerciale fortement déficitaire. Bref, en fait, la Banque centrale, elle est un petit peu obligée d'augmenter ses taux, de suivre toutes les autres banques centrales du monde qui font la même chose. Et aujourd'hui, on n'est pas loin des 4% de taux d'intérêt, donc ce qui fait déjà une très forte réduction de la disponibilité du crédit, puisqu'avec 4% de taux d'intérêt, on peut emprunter moins 24% par rapport à un taux d'intérêt à 0%. Mais on pense que en fait finalement ces taux ils vont encore augmenter, probablement jusqu'à 6% dans le courant de l'année. Et de toute façon, même si la Banque centrale est décidée que bon bah, ça suffit, il faut absolument baisser les taux parce que ça devient catastrophique, en réalité il faudrait plusieurs mois pour que la baisse des taux ait un impact sur le marché immobilier, tout comme il a fallu plusieurs mois pour que la baisse des taux et pour que la hausse des taux ait un impact sur le marché immobilier. Tout simplement parce qu'il y a une inertie sur le marché immobilier qui ne fait pas comme ça des pricing comme sur le marché boursier. Hein. Si vous avez une augmentation de taux sur le marché boursier, le lendemain vous avez moins 20%, moins 30%. Et puis après, à la limite, voilà, ça peut repartir légèrement à la hausse. Bon, sur le marché immobilier, ça marche pas comme ça marche par constitution de stock de biens à vendre, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que les biens ne sont pas vendus et que donc il faut baisser les prix, et là les prix baissent évidemment encore plus que ce qui était prévu. Bon, et puis l'autre raison, c'est la prudence des banques. Alors, on nous dit, oui, les banques ne prêtent pas à cause du taux d'usure, à cause de l'augmentation des taux, etc. Les banques, elles prêtent pas parce qu'elles savent que vous n'arriverez pas à rembourser. Parce qu'elles savent qu'il va y avoir une grave crise économique, qu'il va y avoir une baisse des revenus, qu'il va y avoir une baisse de la valeur des biens immobiliers, et qu'elles ne pourront pas vendre le bien immobilier que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui au prix où vous l'avez acheté. Et donc, du coup, elles vont se faire baiser. Et donc, du coup, ça fait qu'elles ne prêtent pas, à moins que vous ayez une épargne à côté pour amortir les chocs, à moins que vous empruntiez finalement très peu, et donc finalement, elles prêtent beaucoup moins. Alors, c'est une très forte baisse de l'émission de crédit, on parle de moins 48% sur l'année, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est absolument considérable. D'autant qu'en réalité, ça n'est que sur la fin d'année, parce que jusqu'à juillet 2022, finalement, les achats, ils étaient encore au beau fixe. Alors, la seconde étape importante de cette baisse des prix, eh bien, c'est la prise de conscience par les acheteurs qu'il va y avoir une baisse des prix. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se jouer entre ce mois-ci et le mois précédent. Et alors il faut savoir que les acheteurs, c'est des gens évidemment qui sont relativement informés, parce qu'ils veulent pas se faire arnaquer, hein, c'est eux qui payent, et donc ils font des visites, ils regardent les annonces, et ils n'ont pas le biais psychologique qu'ont les vendeurs, voilà, le boomer vendeur qui s'est imaginé pendant toute sa vie qu'il allait gagner 500 000 euros en vendant sa maison, puis partir à la retraite et rien branler pendant 30 ans. Celui-là, il a du mal à accepter la réalité de la baisse des prix. Maintenant, l'acheteur, lui, il paye, donc il est beaucoup plus concret. Mais son problème à l'acheteur, c'est qu'il a du mal à avoir de la visibilité sur le marché. D'abord parce que l'État ne fait pas d'études statistiques sur les prix de l'immobilier. L'INSEE, qui publie tout un tas de conneries, tout un tas de statistiques sans intérêt, ne publie aucune statistique sur les prix de l'immobilier. Pourtant, vous avez accès à toutes les informations hein, sur votre espace personnel des impôts. Vous avez les ventes, le nombre de ventes, les dates, la localisation, le type de bien, vous avez absolument tout. Mais vous n'avez pas le droit de faire une extraction massive de données. D'abord, vous n'y arriverez pas, vous serez bloqué. Et vous n'avez pas le droit de le faire pour faire une étude statistique. Vous pouvez aller en prison si vous le faites. Alors qui c'est qui fait des études statistiques sur les prix de vente, etc. Ben, c'est les réseaux des notaires, les réseaux des agences immobilières, et donc du coup c'est que des gens qui ont un intérêt à la hausse des prix. Et c'est pour ça qu'on n'entendait quasiment jamais parler de baisse des prix, alors qu'il y avait un très fort risque de baisse des prix. Hein. Mais jusqu'au mois dernier, on n'entendait même pas parler de baisse des prix. La baisse des prix avait déjà commencé à Paris. On n'entendait pas vraiment parler de ça parce que tout simplement les médias poussaient à la vente. Aujourd'hui,
c'est des termes qui commencent à apparaître, et je pense que c'est lié au fait que ben voilà, les médias ne peuvent plus masquer cette baisse des prix, sinon ils perdent toute crédibilité en tant que médias. Donc ils veulent bien satisfaire leurs clients en présentant les choses d'une manière positive, hein, en disant que voilà, il y a un petit atterrissage, que le marché n'est pas très tonique, mais la vérité c'est qu'ils peuvent pas non plus vendre une hausse de prix là où il y a une baisse flagrante. Bon, alors cette prise de conscience, évidemment, elle va mener à un attentisme de la part d'une grande partie des acheteurs qui vont attendre que les prix baissent plus, évidemment. Alors, la troisième étape importante de la baisse des prix, c'est le choc déflationniste. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, hein. Il faut attendre que la situation économique se complique. Il faut qu'il y ait une baisse des ventes depuis plusieurs mois, que les entreprises aient épuisé leur comptabilité, etc. Mais en gros, alors vous allez me dire, oui, comment on peut avoir un choc déflationniste en pleine crise inflationniste? Je l'ai déjà expliqué à de multiples reprises, hein, vous pouvez reprendre les précédentes vidéos, hein. L'inflation comme la déflation sont sectorielles dans le temps, dans le secteur d'activité, dans l'espace, et donc il peut très bien y avoir une déflation en même temps qu'une inflation. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, c'est une perte d'activité, en particulier dans le neuf, avec moins de 30% de mise en chantier. Bah, forcément, tout le secteur de la construction se retrouve en difficulté. Il y a des entreprises qui font moins de bénéfices, des fournisseurs de matériaux qui commencent à plus vendre de matériaux. Voilà, une augmentation du chômage chez les intérimaires, des agents immobiliers qui se retrouvent au chômage, mais aussi des assureurs qui vendent moins voilà, de contrats d'assurance, des courtiers qui vendent moins de contrats, bref, qui se retrouvent au chômage. Bref, une diminution de la consommation et une diminution de la solvabilité d'une partie de la population qui était acheteuse de biens immobiliers. Donc, une diminution du nombre de ventes et, encore une fois, quelque chose qui mène à une baisse des prix. Et là, certains vendeurs s'imaginent que si tous les vendeurs refusaient de vendre leurs biens immobiliers moins chers finalement, eh bien ça permettrait de maintenir des prix très hauts, hein. En gros, ça veut dire, voilà, moi je refuse de vendre, et puis le petit jeune qui s'endettait avant sur 25 ans pour acheter ma maison, bah, il va s'endetter sur 40 ans, mais moi je ne vendrai pas tant que j'aurai pas obtenu telle somme. Alors c'est vrai qu'en faisant ça, ils font baisser l'offre, puisque leur maison n'est pas en vente sur le marché. Enfin, sauf quand ils meurent, parce qu'à un moment donné, quand même, là elle se retrouve en vente sur le marché, hein. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant ça, ils participent au choc déflationniste. Je m'explique. C'est-à-dire que le mec qui vend sa maison pour partir à la retraite avec ses 250 000, 350 000 euros, qu'est-ce qu'il va faire immédiatement après? Ben, il va consommer, hein, il va fêter ça au restaurant, il va aller en vacances, il va peut-être changer de voiture s'il avait une voiture qui marchait pas trop bien. S'il a un petit jeune de la famille qui déménage et qui a besoin de se payer des meubles, eh ben, il va lui filer 1000 balles. Il va faire des travaux dans sa maison secondaire, ou alors il va s'acheter même une maison secondaire pour sa retraite. Bref, il va consommer et il va faire tourner l'économie. Et alors, si il ne vend pas, alors certes, son bien n'est pas sur le marché, mais en attendant, bah, il n'a pas consommé, il n'a pas fait tourner l'économie. Parce que avec quoi il faisait tourner l'économie? Il consommait avec l'endettement du jeune primo-accédant qui prenait son crédit sur 25 ans pour payer la retraite du vieux. Voilà, et ben, si il n'y a pas de vente, il n'y a pas de crédit, et donc il n'y a pas de consommation, et s'il n'y a pas de consommation, il y a une baisse de la consommation, et il y a une baisse de la solvabilité des acheteurs, et donc du coup ça mène encore une fois à une diminution du nombre de ventes, et à une baisse des prix. Voilà. Au-delà d'ailleurs de ces considérations mathématiques, on peut quand même signaler que le boomer qui est dans cette logique de bah, je vendrai pas tant que j'aurai pas eu mes 500 000 balles, j'en ai rien à foutre, les jeunes s'endetteront sur 10 ans de plus, mais j'aurai mes 500 000 balles, on peut quand même signaler le côté absolument ignoble de sa moralité et de sa personnalité, hein, comme d'ailleurs de toute sa génération. Et enfin, la dernière étape de la baisse des prix, eh bien c'est la capitulation des vendeurs. Et ça intervient encore plusieurs mois après, donc il faut compter quasiment à la fin 2023, on va dire, ça commencera à fin 2023. C'est quoi? Bah, c'est la prise de conscience par le vendeur que le prix a changé. Alors là, vous allez me dire, oui, ça fait déjà 2 ans qu'il est en train de vendre, le vendeur il est au courant que le prix a changé.
Je parle pas de ce vendeur-là, je parle de celui qui va mettre en vente l'année prochaine ou dans les années à venir et qui s'était imaginé pendant toute sa vie que son bien valait 400 000 euros. Et ben, il va falloir qu'il comprenne qu'en réalité il vaut 200 000. Et au moment où il va mettre en vente et finalement il aura déjà ajusté son prix, c'est-à-dire qu'il aura déjà un prix beaucoup plus bas, et il va se rendre compte que même avec ce prix bas, il n'arrive pas à vendre parce que tous les vendeurs précédents n'ont pas encore vendu, et donc il y a eu une accumulation du stock de biens à vendre, et donc le prix doit baisser encore plus. Et c'est là où je parlais justement de la différence entre le marché boursier et le marché immobilier. C'est-à-dire que le marché boursier, dès qu'il y a une nouvelle économique, eh bien, il price la nouvelle. C'est-à-dire que, à la limite, si on a une loi qui sort qui va affecter tel secteur d'activité, bah, au moment où la loi est votée, le lendemain vous avez une baisse de 30% voilà, des actions qui concernent ce secteur d'activité, et puis j'ai envie de dire même au moment où la loi entre en application, vous pouvez même avoir une hausse du prix des actions, parce que finalement le prix, la baisse liée à l'arrivée de cette loi, elle a déjà eu lieu, la nouvelle a déjà été pricée. Bon, bah, sur le marché immobilier, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation du nombre de biens à vendre, et donc au moment où ils vont baisser leur prix, eh bien ce sera trop tard, parce qu'il y aura encore tous ces biens qui sont invendus et qui doivent être vendus en urgence, et c'est pour ça qu'on pourra avoir une baisse des prix qui sera supérieure au prix cible. Je pense que le prix cible, globalement, il doit tourner autour de 50% du prix actuel, et bah, c'est pour ça qu'on pourra descendre à moins 75% sur une petite période de temps. Et en plus de ça, avec un peu de bol, ça va correspondre à la baisse des taux, puisque c'est le moment où la banque centrale, probablement, va se dire qu'il faut remettre un coup de collier. Ceci dit, il ne faut pas croire que la baisse des prix de l'immobilier en France va stimuler la banque centrale. Voilà, le seul cas français ne suffira pas à convaincre la banque centrale, puisque la banque centrale, c'est une banque centrale européenne, et pas une banque centrale française. Alors c'est vrai que cette crise immobilière, elle concerne le monde entier, mais en particulier les pays qui sont les plus endettés et qui produisent le moins. Suivez mon regard. Bref, donc voilà, la capitulation des vendeurs, c'est le moment où le mec qui va mettre en vente plus tard a compris que le prix a baissé, il a désespéré finalement de vendre son bien à un prix très élevé, et il sait que la situation va durer pendant très longtemps, parce qu'on est en pleine déflation, parce qu'il y a une baisse des revenus de la population, et il suffit pas de baisser les taux d'intérêt et se dire que les jeunes vont recommencer à s'endetter comme des cochons, parce que là on a vraiment affecté profondément le tissu économique avec ces conneries de dettes, et on a fait des dégâts tellement importants que tant qu'on n'aura pas redressé le pays, et ben, finalement, il y aura pas de hausse des prix en vue. On part sur 10-15 ans de prix relativement bas. Regardez ce qui s'est passé en Grèce ou au Portugal. Voilà. Évidemment, les prix n'ont pas remonté, les prix d'immobilier n'ont pas remonté, hein, encore aujourd'hui. Bon alors, cette quatrième étape, cette capitulation des vendeurs, finalement, elle mène à une cinquième. Et la cinquième étape, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on recommence le cycle, c'est-à-dire on a une baisse de la solvabilité, encore une baisse de l'activité économique, une baisse de la solvabilité des acheteurs, et on recommence le cycle. Donc voilà, vous voyez que on part sur des très grosses difficultés, d'autant qu'on a encore toutes les dettes immobilières des crédits qui ont été faits récemment, qu'il faut encore rembourser à la Banque centrale. Donc voilà, bien joué.